Daniel Meroy, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, Daniel, parce que, premièrement, on se connaît bien, donc on va pouvoir mener une entrevue peut-être un peu plus intime. Et pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, on va commencer à la base. Alors, vous êtes un écrivain de renommée internationale. Vous en êtes rendu à votre 33e livre, qu'on va présenter d'ailleurs un peu plus tard. Et vous explorez depuis plus de 30 ans au moins le domaine de l'expansion de conscience. Alors, pouvez-vous nous raconter un petit peu comment tout cela est arrivé? Oui, ben en fait, 30 ans, plus de 30 ans, c'est en ce qui concerne mes témoignages par écrit. Donc c'est 33 ans d'écriture exactement. Mais en ce qui concerne ma propre expérience, celle qui a tout initialisé, il faut remonter plus loin que ça. Il faut remonter en 1972. Donc ça fait 40 ans, on peut dire, un peu plus même de 40 ans maintenant. Je vais faire une histoire très brève parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de ces choses et puis simplement un rappel pour celles qui ne connaîtraient pas un peu l'origine un petit peu de mon itinéraire. Moi en 1972, eh bien, j'en étais à mes premières années d'étudiant. J'étais dans le nord de la France, à Lille très exactement. Et un soir en rentrant de mes cours, eh bien, j'ai connu ce qu'on appelle une sortie en dehors du corps. J'ignorais tout à fait à l'époque de quoi il s'agissait, mais ça a été suffisamment marquant dans ma vie pour que toute cette vie justement prenne une direction différente à partir de ce moment-là. En deux mots, eh bien, voilà comment ça s'est passé. En une fraction de seconde, alors que j'étais simplement étendu sur mon lit, eh bien, je me suis trouvé expulsé, je dirais, en dehors de mon corps. C'est-à-dire que ma conscience me permettait de me regarder en dehors de mon corps. Alors, ça paraît bête à dire comme ça, mais évidemment, on imagine que c'est lourd à vivre. Enfin, lourd. Le mot est peut-être excessif, mais c'est suffisamment stupéfiant pour qu'on se pose la question. Je me suis rendu compte aussitôt bien que j'étais pas simplement un regard qui regardait ce corps allongé sur son lit dans sa petite chambre d'étudiant, mais que ce regard par lequel je voyais mon corps avait lui-même un corps. C'est-à-dire qu'il était dans un autre corps qui n'était pas matériel. Ce corps-là, je dirais aujourd'hui, après avoir bien réfléchi à tout cela pendant des années, qu'il avait et qu'il a toujours, puisque je fais encore ces expériences, qu'il a une substance semi-électrique, semi-gazeuse. C'est donc un corps immatériel. Alors, lorsque... Mais Daniel, oui, j'ai une petite question. Lorsque c'est arrivé, là, plutôt que de vous effrayer, je pense que ça a éveillé votre curiosité. Ben oui, moi je ne me suis pas du tout senti mal. Au contraire, je me suis senti dans un état extraordinairement serein. Et c'est ça qui a orienté ensuite toute ma recherche, parce que dans l'état où je me trouvais là, je ne pouvais pas mettre ça sur le compte d'un rêve. C'est exactement l'inverse d'un rêve, un état d'hyperlucidité. Les sens sont totalement décuplés, la conscience également est très très pointue, très aiguisée. Et à tel point, je me suis dit, mais je me vois comme ça de l'extérieur, je ne suis plus dans mon corps, est-ce que c'est ça la mort ? Et ma première réflexion, parce que ça va très vite dans la tête à ce moment-là, évidemment, hein, c'était, mais si c'est ça la mort, c'est merveilleux, parce que je me sentais tellement bien que c'était extraordinaire. Alors je me suis, évidemment, j'ai regardé ce qui se passait, et puis je me suis rendu compte que je ne pouvais pas maîtriser ce deuxième corps, semi-gazeux, semi-électrique, comme je disais, parce que celui-ci s'est enfoncé dans le plafond de la chambre, dans l'armoire de ma chambre, etc. J'ai vu mes cahiers, j'ai vu mes vêtements dans l'armoire de la chambre. Et puis je dirais que j'ai joui un peu de ces instants privilégiés. Et à un moment donné, voilà, j'ai été réaspiré par mon corps. Ça a duré, je ne sais pas, un temps indéfini, mais qui m'a paru relativement long. Peut-être ça a duré 5 minutes, 10 minutes, peut-être 30 secondes, je n'en sais rien. Mais ça a été suffisamment fort pour qu'une fois que j'ai récupéré l'usage de mon corps, qui commençait à être un petit peu engourdi, il a fallu que je le réapprivoise, ça m'a pris quelques minutes pour que, évidemment, ça m'ait suffisamment interpellé. Qu'est-ce que je viens de vivre là ? Alors j'ai cherché à reprovoquer l'expérience, ça a duré des mois pour que j'identifie l'expérience. À l'époque, en 72, il n'y avait rien ou quasiment rien d'écrit sur la question. J'ai trouvé un vieux livre des années 30 ou 40 qui parlait de voyage astral, etc. Donc j'ai mis un nom sur l'expérience. Et puis, au bout de plus de 6 mois, je me suis dit, absolument, il faut que je revive ça, parce qu'il y a forcément quelque chose par derrière, et je voulais savoir. Et à cette époque-là, vous étiez étudiant en littérature. Oui, c'est ça, j'étais étudiant à l'Université des Lettres de Lille, effectivement.
Et ça m'a pris encore à peu près 6 mois pour me retrouver naturellement, sans aucune substance, je le précise. Et sans effort. Et sans effort, en état pour faire une seconde décorporation. Et à partir de là, quand j'ai réussi à faire une seconde décorporation, j'ai commencé à essayer de me fabriquer une petite technique pour sortir à volonté de mon corps. Et voilà, donc mon aventure d'expansion de conscience, qui est devenue par la suite une aventure spirituelle, au sens, je dirais, large du terme, c'est-à-dire sans connotation à la moindre église ou au moindre dogme, c'est parti de là. Et je me suis rendu compte au fil des années eh bien, que cette expérience-là était similaire à l'expérience de la mort. Et à partir du moment où je l'ai bien maîtrisée, cette technique de décorporation, voyage astral, j'ai commencé à voyager sur ce qu'on appelle d'autres plans de conscience, d'autres univers parallèles aux nôtres, où la vie prend tout à fait une autre signification. Alors c'est comme ça que ça a commencé. Et tout ça a commencé comme ça, mais en même temps, vous étiez destiné à une carrière de professeur. Théoriquement, vous voguiez oui. Sur deux plans, deux niveaux. En principe, quand on fait des études de littérature, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que professeur. Donc j'étais, si on veut, destiné officiellement à être professeur. Mais vous aviez tout de même aussi pensé à commencer à écrire à ce sujet-là. Oui, absolument. Oui. À partager vos expériences voilà, personnelles. C'est ça. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, quand j'ai estimé avoir suffisamment bien maîtrisé cette chose-là, il s'est passé un phénomène assez extraordinaire. J'ai rencontré un être en dehors de mon corps, sur un des plans que l'on appelle les plans de l'après-vie, un des plans de l'au-delà. Bon, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. Et cet être-là m'a servi de guide, en fait, pendant un certain nombre d'années. Et cet être-là m'a proposé de rédiger un témoignage à partir de mon vécu et de ce qui découlait finalement de ce vécu assez extraordinaire, il faut le dire. Et ça a commencé comme ça. Donc, au bout de 7 ans, eh bien, j'ai commencé à coucher par écrit. Un premier livre en est sorti, qui au bout de quelques mois a suscité un véritable intérêt de la part des médias, un deuxième livre aussi, etc. J'ai eu la chance d'avoir accès à des très grosses émissions de télévision et radio en France, des grands journaux également, parce que à l'époque, on ne parlait pas de ces choses-là. Il n'y avait pas une multitude de livres, peu de personnes s'investissaient dans ce domaine. Donc évidemment, j'ai bénéficié de cet impact-là. Oui. Toujours est-il que ces 2 livres-là ont très très bien marché, mais quand on dit qu'un livre marche bien, ça ne permet pas nécessairement à son auteur d'en vivre. Ça met un peu de beurre dans les épinards, mais... Quant à dire je vais faire une carrière littéraire, puis je ne savais même pas d'ailleurs en dehors de ces 2 livres-là si j'aurais d'autres choses à raconter. Oui, puis en étant professeur, vous aviez aussi une certaine sécurité, l'avenir pouvait se passer bien. Voilà, mais en même temps, je n'imaginais pas un seul instant, si je vais être honnête avec moi, que j'allais passer toute ma vie à enseigner. J'aimais le contact avec les adolescents, moi j'ai toujours préféré les adolescents et les grands adolescents. Ça, c'est ma nature personnelle, parce que je trouvais que les discussions pouvaient être plus intéressantes, mais je ne m'imaginais pas faire ça toute ma vie. Ça me semblait... non, c'était impossible. Et c'est cette histoire que vous allez nous raconter actuellement, parce que c'est un point important dans votre vie. Justement. Un jour, à l'issue d'un contact avec cet être de lumière que j'ai appelé dans mes livres l'être bleu, l'homme bleu, celui-ci s'est mis à me dire, mais il ne faudrait pas que vous restiez dans le nord, mais il faut descendre dans le sud-ouest. Je dis, vous, parce que mon épouse de l'époque, à qui j'avais enseigné cette technique-là, s'était investie dans le même genre de recherche aussi. Donc il ne faudrait pas que vous restiez là où vous êtes actuellement, ça serait bien que vous descendiez vers le sud-ouest de la France, très exactement dans le Périgord. Puis là, il avait indiqué un petit périmètre dans lequel il fallait chercher quelque chose. L'endroit était précis. C'était pas précis. C'était un périmètre, un triangle d'environ 40 ou 50 km de côté. Un peu de liberté. Un peu de liberté, c'est ça. Et puis c'est tout. Mais il m'a bien précisé, mais je ne peux rien vous garantir. Essayez de faire un saut, mais dites-vous bien que je ne vous garantis rien. Et moi, je rentre dans mon corps avec cette information. Bon, puis...
Voilà que finalement, les 2 premiers livres ayant bien marché, ça rapporte un petit pécule, l'équivalent peut-être aujourd'hui de 17 000 à 18 000 $. Donc, pas gros, mais en même temps, quand on est jeune professeur, ben, ça fait du bien, on est content. Alors, ces 17 000 à 18 000 $, qu'est-ce que je pouvais en faire à l'époque? Eh bien, descendre dans le sud du Périgord et puis essayer de trouver quelque chose. On fait confiance, mais avec aucune donnée précise. Et puis on tombe sur quelque chose, mais avec 17 000 à 18 000 $, qu'est-ce qu'on peut avoir pas un château, si ce n'est une ruine? Et puis donc c'est une ruine, on est tombé sur une ruine, puis j'ai dit, c'est ça qu'il faut. La ruine est achetée, etc. Et puis, toutes les vacances, eh bien, pendant 1 an, on essaie de bricoler, on coule du béton, etc. On remplace des portes, des fenêtres. On fait travailler aussi quelques artisans du coin avec nos petites économies. Et pour tout dire, c'était la terre battue dans la ruine. Ok, mais vous travaillez encore comme professeur? Oui, ça se passait pendant les vacances scolaires. Okay. Il y avait la terre battue, il y avait un mur à l'intérieur, c'était du torchis. Les portes et les fenêtres, ça tenait plus. Un petit arbre poussé dans la pièce centrale. Enfin, la ruine. Une maison organique. Absolument, absolument. Mais quelque chose d'incroyablement poétique et de très beau. La maison de pain d'épices des contes de fées, c'était ça. Et la petite ruine est achetée. Et puis, ça, c'était en 82. Et puis, voilà, l'hiver 84 qui commence. Et j'ai toujours cet appel à déménager qui se fait de plus en plus présent, mais toujours rien de garanti, absolument rien de garanti. Et je me suis dit, il faut partir d'ici. Et partir d'ici, parce que si on n'amorce pas de mouvement, rien ne se fera jamais. Alors j'ai pris, ça c'était à la fin de l'hiver, quand j'ai pris cette décision-là, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai signé une lettre de démission personnelle de l'éducation nationale. Alors là, c'est le grand saut. Alors là, c'est le grand saut parce que, Daniel, il n'y a rien devant toi. Tu n'es pas encore titularisé comme professeur, tu n'as pas d'ancienneté, mais en même temps, tu as un pied dans l'étrier, et puis, bon, c'est un emploi correct, sécurisant, etc. C'est une route qui était déjà bien tracée. C'est une route. Oui. Et, évidemment, j'envoie ça au rectorat. En France, on appelle ça le rectorat, lettre de démission, sans préciser la raison, parce que, en réalité, je n'allais pas commencer à raconter toute mon histoire. J'avais plus envie de le faire, en résumé, c'était ça, j'arrête. Bon. Et évidemment, toute la famille autour, qu'est-ce que tu fais là, Daniel? Tu n'es pas fou, la sécurité, c'est difficile d'avoir une place de professeur, c'est l'avenir assuré, etc. Bon, bref, un peu de panique au niveau des parents. Et moi, étonnamment bien, je me suis senti incroyablement libéré. Mais le bonheur, alors que j'aurais dû peut-être, je ne sais pas moi, vivre une certaine angoisse, le bonheur. C'était la liberté qui m'enlevait. Une sensation de liberté indescriptible. Et vous avez dit quelque chose de très important aussi tantôt, Daniel. Vous avez dit, si on ne pose pas d'action, si on ne bouge pas, voilà. il n'y a rien Ça, je le sentais. Je n'arrivais pas nécessairement à le verbaliser à cette époque-là, hein, mais je le sentais. Et 2-3 semaines sont passées. Et tout d'un coup, le téléphone sonne à la maison, c'était le soir, je m'en souviens encore. Je décroche, la voix de mon éditeur. Daniel, écoute, j'ai la maison d'édition, mais par rapport à ça, j'ai un autre emploi, etc. Tes livres marchent assez bien. Ça me donne trop de boulot. Qu'est-ce que tu dirais de donner un nouvel essor à la maison d'édition? Toute petite maison d'édition, il y avait 2 livres à éditer, hein. 3 livres, dont 2 des livres. Il disait de lui, je suis la plus petite maison d'édition de Paris. Et ça devait être assez vrai. C'était pratiquement, Daniel, voulez-vous racheter vos droits? Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu dirais de restructurer la maison d'édition et de la diriger? Alors là, ça a fait clic. Il m'a dit, attention, là, financièrement, ça va être maigre. Mais ce qu'il me disait là, pour moi, c'était le cadeau du ciel. Je m'en fichais complètement de manger des haricots tous les jours. C'était, tu viens de fermer une porte, mais il y en a une, là, 3 semaines après, qui s'ouvre. Et vraiment dans quelque chose qui me place
en face de moi-même. Alors là, ça a été un grand oui, parce que la maison d'édition n'était pas structurée, c'était en nom personnel, il fallait transformer ça en société anonyme, etc. Puis s'y consacrer complètement, de façon à ouvrir en fait véritablement une société. Mais je lui dis quand même, tu sais, c'est le Périgord, hein, maintenant le nord de la France, c'est fini. Petite maison, une ruine dans la nature, c'est pas grave. Le travail de l'édition, ça peut se faire partout. Et donc, voilà, ça a été le coup d'envoi, mais comme quoi la vie a plus d'un tour dans son sac, à peu près 2-3 mois plus tard, je ne sais plus exactement, je reçois une lettre du ministère de l'Éducation nationale, du rectorat, qui me dit on vous propose un poste de professeur dans le sud-ouest de la France. Là, c'était le diable qui essayait de vous tenter. Comme si je n'avais pas envoyé de lettre de démission. C'est comme si cette lettre-là était passée, on ne sait pas où. C'était pour vous remettre face à vous-même et à votre choix. C'était comme si la vie me disait, mais c'est vraiment ça que tu veux, parce que si tu veux vivre là-bas, tu peux vivre là-bas, tu vois, on t'en donne la possibilité. C'est une place de professeur dans le sud-ouest, tu peux aller vivre dans le sud-ouest, mais tu n'es pas obligé d'être éditeur. Est-ce que c'est souvent comme ça dans la vie, Daniel, quand on prend une grande décision pour faire un grand changement dans notre vie, il y a quelque chose qui arrive Moi, j'ai toujours remarqué ça dans ma vie. Et je pense que je ne suis pas une exception. Je pense que quand on est amené à faire des grands mouvements dans une vie, il y a des choses qui nous sont, je dirais, des opportunités qui nous sont offertes, des aides qui nous sont offertes, sauf qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Et là, c'était tellement flagrant, je dirais, que ça n'a pas pu faire autrement que de m'interpeller. Et voilà, il n'y a pas eu d'hésitation, hein, je dois dire, ça a été... Non, ça c'est un piège pour me détourner de mon travail, il n'y aura plus d'enseignement, c'est ça. Alors le déménagement a eu lieu, l'atterrissage dans cette petite maison qui était un véritable chantier, dormir par terre sur des matelas, etc., improviser, enfin bref, partir à zéro, mais une espèce de rêve. Et puis quand ça a été à peu près vivable, eh bien dès l'automne, la création véritablement de la société. C'était à l'époque les éditions Arista, qui sont devenues par la suite les éditions Amrita. Et puis voilà, et je me souviens même d'avoir visité cette maison-là. C'était une petite maison, puis c'était loin. Hein, il y avait 50 mètres carrés en pleine nature. Oui. 50 mètres carrés, c'était pratiquement magique, par contre. C'est-à-dire 30 mètres carrés au sol et 20 mètres carrés à l'étage, tout en, comment dire, avec un toit en pente très... Et c'est ce grand oui à la vie aussi qui a fait en sorte que vous avez pu commencer à diffuser les enseignements christiques et les enseignements esséniens, puis c'est ce que vous faites depuis toujours maintenant. Étonnamment, c'est dans cette maison-là, au bout de 2-3 mois, après y avoir commencé à y vivre, que De mémoire d'Essénien est paru. Il y a eu une espèce de coïncidence. Puis là, toute l'aventure, je veux dire, entre guillemets aventure, mais toute l'expérience de vie qui m'a amené à parler des Esséniens, de leur philosophie et tout ce qui a suivi après, tout ce qui s'est ouvert autour de ça, ça a commencé là. Et là, parlez-moi un peu des Esséniens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça fait pas écho, ça, on ne connaît pas le mot. Peut-être que les gens le savent, mais ne connaissent pas. Qui sont les Esséniens? Qu'est-ce que c'est ces enseignements? Les Esséniens, c'était une petite faction de mystiques issus de la tradition judaïque il y a 2000 ans. C'est dans ce contexte-là que Jésus, le Maître Jésus, a grandi. Les Esséniens, c'était, je dirais, étaient un peu hérétiques par rapport à l'ensemble de la population juive de l'époque, on pourrait dire. Hein. Donc ils étaient beaucoup plus mystiques, plus ascétiques, ils vivaient soit dans des communautés extrêmement rigides comme à Qumran, soit dans des villages beaucoup plus... il y avait beaucoup plus de liberté et de sens de l'égalité comme dans des petites communautés, comme en Galilée. Alors c'est sur ce terreau-là, je dirais, que Jésus a grandi. Sont eux, les Esséniens, qui ont donné naissance à ces fameux manuscrits de la mer morte, dont on parle beaucoup, mais des manuscrits qui rendent compte, par contre, de leur aspect monastique assez austère à Qumran. Là, les communautés dont moi j'ai beaucoup parlé dans mes livres sont des communautés, des fraternités en petits villages où il y avait véritablement une très grande douceur, une très grande tolérance, un très grand mysticisme qui était mis en avant. Et c'est en visitant ça, c'est le développement un petit peu
de cette expérience de décorporation dont je parlais tout à l'heure, que j'ai eu accès à ces informations-là. Parce qu'en dehors de mon corps, je me suis rendu compte que bien ma conscience avait accès à un certain nombre de strates, de niveaux vibratoires. Et en faisant un certain travail sur soi, je me suis rendu compte que la conscience humaine peut avoir, dans certains cas, la possibilité de se connecter à un cinquième élément de la nature, dont on ne parle pas souvent. On parle classiquement des 4 éléments de base, la terre, l'eau, le feu et l'air. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais globalement, les 4 éléments de base, c'est ça. Pour dire qu'il y a un cinquième gros élément qui s'appelle l'akasha. L'akasha, c'est un terme sanskrit qui veut dire lumière, mais lumière avec un L majuscule. Et la particularité de ce composant-là de l'univers, eh bien, c'est d'être un peu comparable, je disais autrefois, à la plaque sensible d'un appareil photo. Aujourd'hui, je dirais, plutôt en termes plus modernes encore, c'est un peu comparable au disque dur d'un méga ordinateur. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, tout ce qui est pensé, tout ce qui est dit, quelque part dans l'univers, et là, ramenons ça simplement au niveau de la Terre, sans parler de l'univers, est stocké. C'est une banque de données absolument incroyable. Et en connectant la conscience d'une certaine façon à ce gigantesque disque dur, on arrive à retrouver le film de certains événements du passé. Et cette façon-là que j'ai pu, avec l'aide d'êtres de lumière, dont cet être dont j'ai parlé tout à l'heure, l'être bleu, commencer à me connecter sur la fréquence du film d'une vie que j'ai vécue il y a 2000 ans, à l'époque, dans le contexte essénien, en contact, je dirais donc, avec la fraternité essénienne et le Maître Jésus. Voilà. Alors, j'ai parlé d'une vie que j'ai vécue, ça sous-entend évidemment que ce type d'expérience que j'ai fait de décorporation amène, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à la notion de réincarnation. On m'a toujours dit, est-ce que tu crois à la réincarnation? J'ai toujours répondu, non, je n'y crois pas. Pour moi, c'est une réalité. Donc ce n'est pas une croyance en quelque chose, c'est une expérience vécue. Je le touche du doigt régulièrement et je le touche de l'âme régulièrement. Bon, ça c'est pour faire une histoire courte, mais c'est pour un petit peu permettre à ceux qui ne me connaissent pas d'entrer dans la démarche, qui est pour moi une démarche purement, à la base, purement expérimentale. Donc mes livres ne font que retranscrire cette multitude d'expériences. Et ça, est-ce que c'est donné à tout le monde, Daniel? Dans la théorie, oui, tout être humain est bâti sur le même plan, c'est clair. Sauf que certains seront bons en mathématiques, certains seront musiciens, il y en a qui seront maçons, il y en a qui seront plombiers, on a besoin de tout le monde sur Terre. Moi, ma spécificité, c'est que visiblement, ma conscience, mon âme a été destinée à faire ce type de travail pour en témoigner. Alors évidemment, c'est facile quand on voit un petit peu, quand on est à l'extérieur et qu'on dit « Oui, mais tu as fait un saut comme ça dans le vide, mais parce que tu savais… » Je dois dire non, parce que ce dont je parle là, c'était loin d'être très clair pour moi en ces moments-là. Je connaissais les décorporations, je savais que les mondes que l'on dit invisibles, mais qui sont extrêmement tangibles, existaient, mais on m'avait toujours dit « On ne te garantit rien ». Il fallait d'abord faire un acte de foi. C'est ça où je reviens vraiment à ce que je disais tout à l'heure. J'ai compris intuitivement que si je ne mettais pas, moi, un moteur en route, rien ne se ferait jamais. Et je crois que c'est ce qui est vrai chez tout le monde. Oui. Mon exemple est peut-être particulièrement marquant parce que ça a trait à l'invisible, si on veut. Oui. Mais très très vite, j'ai senti une telle force en moi, je dirais, c'est comme si j'avais reconnu, je dirais, sans en avoir vraiment conscience, le tracé de mon destin. Le tracé de mon destin, c'est ça. Je pense que nous venons tous au monde avec une feuille de route, quelque part, mais pas de mode d'emploi. Pas de mode d'emploi de notre vie, de nous-mêmes. Mais souvent, cette route-là, on sent peut-être qu'on est prédestiné, on avance sur cette route-là, et pourtant on est insatisfait. Souvent, notre destin nous est offert seulement si on prend la route de service. Et c'est ça qui est difficile de mettre ça en action, de changer de voie. C'est par moment d'avoir le courage ou la force de faire le point, de s'arrêter, de faire le point, puis de dire qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Tout le monde n'est pas capable nécessairement de le dire. Je reconnais que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde.
Mais quand on s'en rend compte, quand on dit, je ne sais peut-être pas ce que je veux exactement, je ne sais peut-être pas là où ma vie veut me mener, mais je sais que je ne veux pas de ce dont je vis actuellement, je crois que c'est là où il faut essayer de s'écouter puis de faire des grands mouvements. Je crois que notre monde est beaucoup trop plein de personnes qui font du surplace. Qui font du surplace. Bien sûr, on va me dire, mais tu aurais pu te planter. Oui, j'aurais pu me planter. Peut-être je me serais planté, effectivement. Et alors? Je crois que il faut apprendre à oser se tromper. Oui, parce que se planter, c'est pas grave. C'est un chemin vers la réussite. Au moins, on a essayé. Oui. Au moins, on a essayé, puis ça crée une ouverture dans la conscience. Je crois que la pire des choses qui peut nous arriver dans une vie, enfin la prière, entendons-nous, l'une des choses les plus tristes, disons tout simplement, c'est de ne pas, comment dire, oser prendre de risques. C'est la tiédeur, en quelque sorte. Hein. Je sais que peut-être pour certaines personnes vont me trouver dur de dire ça. Hein. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais l'imprudence, quelquefois, ça fait du bien. C'est ce qui nous fait bouger. Puis on ne peut pas prétendre, je crois, à quelque chose qui nous rende plus heureux si à un moment donné, on ne fait pas l'effort de dire « Bon, je prends un virage dans ma vie. Je prends une chance. Je prends une chance. Prendre la chance. Hein. Ce qui est dommage, c'est de, comment dire, d'être frileux. Voilà. Tout le monde, c'est sûr que tout le monde ne peut pas se permettre de prendre des risques quand on a une famille avec des jeunes enfants, etc. C'est tout à fait une autre histoire, j'en ai bien conscience. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est quelquefois, et plus souvent peut-être qu'on le pense, dans une vie, il y a des portes qui s'ouvrent comme ça, et puis là, il faut se dire, bon, quelle chance est-ce que je prends? Il paraît, Daniel, là, que quand on est sur notre ligne mort, peut-être que tu peux me dire, ce ne sont pas des regrets. Ce sont justement des regrets qui nous font plus mal. C'est pas ce qu'on a essayé ou ce qu'on a manqué ou nos échecs. C'est justement de ne pas avoir. C'est ça. Oui, il m'est arrivé de prendre des grands virages dans ma vie. Ceux qui me connaissent savent que j'ai pris des grands virages. Pas toujours faciles, des virages qui ont été douloureux. Mais, et ça fait perdre un certain nombre de choses. Mais j'ai déjà dit, moi je suis riche de mes pertes. Parce qu'à l'intérieur de ces pertes-là, j'ai beaucoup grandi. Et puis, je me suis peut-être plus accompli que si j'étais resté sur les rails que j'avais empruntés à un moment donné. On peut le dire plus facilement, je me rends compte a posteriori, quand les choses sont passées. Mais réellement, je crois que de ne pas prendre le risque de ne pas... Oui, ne pas prendre le risque de ne pas se tromper, je crois que c'est se tromper aussi. Oui. Ah, c'est profond. J'ai médité ça. Daniel, j'aimerais qu'on revienne aux Esséniens, parce que vous allez me présenter votre dernier livre, votre dernier bébé, j'ai le prendre juste ici. Hein? Ben, c'est pas seulement mon dernier bébé. Ah, bien sûr. C'est le dernier bébé de mon épouse également, Marie-Joanne Croteau. Oui. Parce que c'est avec elle qu'il a été écrit, que je l'ai écrit. Elle est co-auteure de ce livre-là. Oui, puis c'est un livre très pratique. Hein? Ah ben c'est un livre pratique, évidemment, enfin, où nous associons la philosophie des soins esséniens, égyptiens et esséniens, la philosophie, la connaissance profonde je dirais, de la structure énergétique de l'être humain, et puis évidemment la plus grosse partie du livre, les pratiques de soins de guérison. Est-ce que c'est simple? C'est pas seulement pour les soins de corps physique, c'est des soins de l'âme. C'est la globalité de l'être. C'est corps, âme et esprit. Hein. C'est la tradition essénienne et égyptienne qui en fait n'en font qu'une, puisqu'il y a vraiment une filiation entre ces deux tendances. Alors les gens qui vont consulter ce livre-là s'attendent à quoi? Doivent s'attendre à quoi? À avoir dans les mains à la fois une méthode de travail et puis un livre qui va les induire dans le sens sacré de cette méthode de travail, parce que le sacré, c'est extrêmement important. Le sens du sacré dans ce livre-là est extrêmement important, parce qu'on ne peut pas simplement imaginer mettre en pratique ces techniques de soins et de guérison sans être imbibé d'une démarche intérieure. Le sacré, oui, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans cette démarche thérapeutique-là. En fait, à la base de cette
méthode de guérison, très complète je crois, il y a toujours la notion d'un lien, du lien de la conscience que doit entretenir le thérapeute avec, je dirais, la force universelle de vie. Certains appelleront ça Dieu, certains appelleront l'énergie universelle, peu importe quel est le nom qu'on lui met, cette présence immanente de la vie avec un V majuscule qui nous nourrit à chaque instant. Et cette recherche de connexion du thérapeute essénien et égyptien à cette direction-là l'amène à un sentiment d'unité avec le tout. Et lorsque ce sentiment d'unité est apprivoisé, eh bien l'onde de guérison passe d'autant mieux avec le malade. Donc on ne va pas pratiquer ces méthodes de soins comme si on faisait 1 plus 2 plus 3 plus 4 puis ça donne 10 ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça. C'est un tout. On entre dans une dimension de la vie qui est complètement autre et c'est ça qui fait la particularité de ces soins-là. À la fois c'est, je dirais, magique à recevoir pour celui qui se fait soigner et puis c'est incroyablement grandissant, entre guillemets, je ne sais pas si le terme existe, pour celui qui donne. En réalité, on travaille de façon, triangulaire. Le divin, le thérapeute et la personne, le patient. D'ailleurs, vous nous présentez parce qu'au cours du télésommet, on va mettre en place un coffre à outils et vous nous offrez un exercice d'ailleurs qui est tiré là, de ce livre-là. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cet exercice-là? C'est un exercice qui est unique, je dirais, dans ce livre-là parce que tout l'ensemble du livre s'adresse à des personnes qui vont soigner quelqu'un qui est souffrant d'une chose ou d'une autre. Mais il y a un exercice, et c'est celui-là, où c'est la personne qui est souffrante de quelque chose, ou qui a une difficulté, qui se soigne, qui saute. C'est un exercice d'auto-traitement. C'est lui l'exception dans ce livre, c'est-à-dire que l'exercice qu'un thérapeute peut donner à un patient entre deux rencontres. En fait. C'est un exercice qui est consacré aux personnes qui souffrent beaucoup d'émotivité profonde. D'émotivité. Est-ce que c'est de l'angoisse? C'est quoi la différence entre l'émotivité profonde et l'angoisse? Je dirais que l'émotivité profonde est la porte ouverte à l'angoisse. Je crois que nous connaissons tous des personnes autour de nous qui sont extrêmement émotives, qui pour un oui ou pour un non ont tendance à dramatiser les choses, ou alors vont perdre le contrôle de leur personne parce que il y a une émotion qui vient là, et puis on est mal, et puis on arrive assez mal à gérer la vie, et ça, souvent, eh bien, ça débouche sur des anxiétés plus ou moins chroniques. C'est un phénomène, je crois, extrêmement courant. Ça a toujours été évidemment dans le monde, mais peut-être que notre monde moderne pousse également dans cette direction-là. Et la particularité de cet exercice, qui pourtant est vieux, puisqu'il date d'il y a plusieurs milliers d'années, son origine date d'il y a plusieurs milliers d'années, eh bien, c'est que la personne qui souffre de troubles émotifs assez importants peut mettre en pratique ces petits gestes, cette façon de faire. C'est un exercice de respiration. Un exercice de respiration. On va poser les mains sur certains chakras également, en respirant d'une certaine façon, en visualisant à un moment donné une certaine chose. Et évidemment, ce n'est pas comme un comprimé d'aspirine. C'est un exercice qui doit un exercice qui doit se faire tous les jours. Donc s'apprivoiser et qui fait un travail de fond sur la personne. Mais c'est ça le développement personnel, c'est ça, de faire un travail sur soi. C'est pas dire tiens je prends un comprimé de n'importe quoi puis hop mon symptôme s'arrête dans les 10 minutes. C'est pas ça. C'est pas la pilule magique. C'est pas la pilule magique, c'est un travail à faire sur soi, mais tout en douceur, tout simple, il n'y a pas besoin d'être spécialiste de quoi que ce soit. Et si vous avez pensé nous offrir cet exercice-là, c'est justement parce que sauter dans le vide, faire le changement, poser une action qu'on n'a jamais faite, ça peut soulever de l'angoisse et ça peut faire relever beaucoup d'émotivité à l'intérieur. En général, ça suscite l'émotivité, l'angoisse, ça rajoute au stress courant de la vie, etc. Mais pourquoi l'inconnu fait si peur? Pourquoi l'inconnu nous freine autant? Je crois que nous sommes éduqués dans cette direction-là. Il y a des peuples, et en général, de ces peuples-là, on dit souvent que ce sont des peuples très primitifs, qui n'ont pas peur d'inconnu? Non, pour qui la notion de peur n'est même pas dans leur vocabulaire. Je ne dis pas qu'il y en ait beaucoup sur Terre. Leur nom m'échappe là, mais je sais qu'il y a des peuplades africaines pour lesquelles la notion de peur
n'existe pas. Le mot n'existe pas. C'est vrai, des tribus qui sont Alors, éloignées. Bien sûr, on va dire la peur, ça sert dans la vie parce que c'est une barrière pour ne pas faire des bêtises. Ça fait partie des mécanismes d'autoprotection qui nous empêchent par moment de souffrir ou de. Elle a une fonction, Et la peut-être peur. que ça nous empêche C'est un tellement de souffrir, mécanisme c'est ça qui nous fait d'autodéfense. souffrir, hein. Sauf que je crois que dans notre culture, la culture quasi mondiale aujourd'hui, eh bien, on apprend dès la naissance à un être humain à craindre une multitude de choses. Bien sûr, on sait tous qu'on peut souffrir. On apprend beaucoup à On sait réfléchir tous avant qu'on d'avancer. va tomber, qu'on peut se faire mal physiquement, moralement, etc. Mais on nous inculque une notion de, je dirais, de ce fait, cette notion de peur est tellement développée qu'on nous coupe les ailes dès l'enfance finalement, et que nous coupons les ailes à nos propres enfants en les rendant méfiants, en leur enseignant pas la confiance. C'est ça qui est extrêmement important, la confiance. Confiance en notre ligne de vie, confiance en nos capacités, confiance en notre destin. Puis un acte de foi, ça part du cœur, ça part pas de la tête. Hein? Exactement. Ça ne peut pas être trop réfléchi. Exactement. Ça peut pas réfléchi même peut-être. Je crois qu'il y a des gens sur Terre qui illustrent très très bien ça. Moi, c'est un tout petit exemple, ce que j'ai donné tout à l'heure. Mais des gens qui ont véritablement réussi à se dépasser eux-mêmes juste parce qu'ils avaient fait confiance en quelque chose à un moment donné, il y en a beaucoup. Ou souvent des gens qui faut désapprendre n'ont plus aucune peur. Oui, c'est ça. Désapprendre la frilosité. Nous sommes dans un monde, et c'est de plus en plus vrai, où il faut être bardé d'assurance, bardé de tout un certain nombre de choses qui vont nous couvrir à tous les niveaux. C'est un bon marché aussi. Ouais, c'est un marché financier extrêmement important. Résultat, eh bien, dès qu'il y a quelque chose qui se désynchronise dans la vie, c'est un état d'hyper-émotivité, d'angoisse, d'hyper-stress, on perd nos capacités et ça devient, pour beaucoup de personnes, la panique. Et puis alors là, c'est quoi? C'est les anxiolytiques, c'est la ronde infernale de... Je crois qu'on va dans cette direction-là, notre monde va dans cette direction-là, au lieu d'aider les individus, dès la plus petite enfance, à devenir de plus en plus maîtres d'eux-mêmes, dans le sens où chacun a besoin de prendre conscience de son propre potentiel. Pas un potentiel qui vient de l'extérieur, où il faut coller à un moule, mais le potentiel de chaque individu. Chacun de nous, on a un potentiel. Là où on se trompe, c'est quand on pense qu'il faut chacun ait les mêmes facultés à tous les niveaux de la vie. C'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être écrivain, tout le monde ne sait pas construire une maison. Chacun a sa propre force. C'est ça qu'il faut, je crois, essayer de trouver, donner en chacun, permettre à chacun de trouver sa propre confiance en soi, c'est-à-dire son propre équilibre. Évidemment, le marché des médicaments et le marché aussi de l'asservissement aux doctrines politiques et autres en prend un sacré coup. Parce que là, on aurait affaire à des individus un peu plus maîtres d'eux-mêmes, un peu plus maîtres de leur destin, un peu moins tièdes, moins assujettis, plus matures, tout simplement. Mais un certain nombre de... Oui, le développement personnel nous fait gagner en maturité. Ben, c'est le but. Et de cette maturité, eh bien, naît, je dirais, une forme de spiritualité libre, spontanée, non dogmatique, qui nous permet de nous reconnecter à nos dimensions supérieures. C'est ça le secret. Mais ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Ça serait une autre entrevue. On ça serait une autre entrevue, oui. Daniel Meroy, qu'est-ce que vous auriez à dire pour terminer aux personnes qui ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes qu'il y a peut-être une voie de service qui s'ouvre à eux et qui ont peur de prendre ce chemin-là, d'emprunter cette voie-là? On ne peut pas, comment dire, il n'y a pas de réponse absolue, parce que c'est facile de dire à tout un chacun, il faut avoir confiance. Mais la confiance, ça ne s'invente pas. D'une part parce qu'il y a des tempéraments un petit peu plus intrépides que d'autres, puis ensuite parce que l'éducation que l'on reçoit peut jouer beaucoup à ce niveau-là. Mais essayez peut-être de parler à notre cœur, dire « C'était quoi mon rêve premier quand je suis venu au monde ou quand j'étais petit enfant ?» Et que chacun fasse peut-être l'effort de se dire « C'était quoi mon rêve primordial ?»
Et là, si on se livre très honnêtement à cet exercice-là, il peut y avoir des souvenirs qui montent de la petite enfance, etc. Et à partir de ce moment-là, je ne dis pas qu'on va pouvoir mettre à exécution, concrétiser le rêve qu'on porte dans le fond de notre cœur, mais peut-être faire des petits mouvements de vie, peut-être insignifiants, mais qui vont nous libérer de certaines frustrations, de certaines douleurs, et petit à petit nous faire des pas vers un peu plus de détente, de décontraction, un peu plus de sourire à soi-même. C'est ça. Sans culpabiliser, surtout. Daniel, un grand merci. Je vais inviter les gens qui nous écoutent actuellement à visiter votre site internet, qui est l'adresse www.danielmeroy, d'un seul mot, .com, tout simplement. Et puis aussi sur Alchimède. Oui, bien sûr. Mais merci, Daniel. C'était vraiment une belle rencontre. Merci, Annie. Merci beaucoup. Au revoir.